Donc, bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de vous souhaiter officiellement la bienvenue à l'Agora numérique. Mon nom est Catherine Voyer-Léger. Je suis la directrice générale du Conseil québécois du théâtre qui vous présente cet événement en partenariat avec Hexagramme, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda et Site Scène interactive technologique. Les 2 prochaines journées sont possibles grâce à un soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec à travers son programme Exploration et déploiement numérique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais, en tant que résidente de Montréal, reconnaître que cette rencontre se fait sur des terres non cédées du territoire traditionnel des Kanien'kehá:ka et des Anishinaabe. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour diverses Premières Nations. Chaque personne présente à cette agora est maintenant invitée à réfléchir au territoire où elle vit et travaille, sur la vie et l'histoire des personnes qui nous entourent et sur le travail qui nous attend pour réparer nos relations avec les peuples autochtones. Je vais profiter de mes quelques minutes pour vous donner quelques informations plus techniques. Comme vous le savez, le port du couvre-visage n'est plus obligatoire. Nous vous rappelons tout de même que toutes celles et ceux qui en sentent le besoin sont invités à le porter sans aucune gêne. Nous vous offrirons aussi des collations et un lunch. On tenait à vous souligner que pour des raisons d'éco-responsabilité, tout le service de traiteur est végétarien aujourd'hui. Pour les gens qui nous joignent à distance, ils m'entendent, les gens à distance? Moi, je suis un peu une vieille matante, donc je suis encore très subjuguée par toute cette hybridité. Bon, bonjour les gens à distance. Vos interventions se feront donc par écrit. Les micros seront fermés tout au long de l'événement, mais quelqu'un de notre équipe s'assurera que vos commentaires se rendent aux animatrices tout au long de la journée. Pour les gens sur place, sur l'heure du midi, nous tiendrons une wiki-loterie. Donc, une Wikiloterie, c'est donc une occasion pour un d'entre vous qui sera choisi au hasard de rencontrer des Wikimédiens qui vont vous créer une page Wikipédia. Autre information pour les gens sur place, il y a derrière vous différents supports pour pouvoir nous laisser vos impressions. Si, par exemple, vous n'avez pas le temps de poser des questions ou de faire des commentaires suite à une activité, derrière, dans ce coin-ci, vous voyez un babillard où vous pouvez aller inscrire différents éléments au besoin. Vous avez aussi un panier à questions près du vestiaire où n'hésitez pas à aller écrire vos questions si vous n'avez pas eu le temps de les exprimer verbalement ou tout simplement si vous êtes plus à l'aise par écrit, ce qui peut aussi arriver. Les captations de nos échanges de la journée d'aujourd'hui seront disponibles sur la chaîne YouTube du CQT après l'événement, donc si jamais vous voulez y retourner. On vous rappelle aussi que demain se tiendra une deuxième journée, une journée de laboratoire pratique. Les places sont limitées, mais vous êtes tous bienvenus au 5 à 7 qui se tiendra à la fin de la journée demain, qui se tiendra à l'Agora HQ. Nous aurons un tapis rouge où les services d'un photographe professionnel seront disponibles pour celles et ceux qui voudraient profiter d'une photo libre de droit à téléverser dans Wikimedia Commons. Je voudrais aussi prendre quelques minutes dès le début de cet événement pour saluer toutes celles et tous ceux qui ont travaillé pour rendre cet événement possible, autant l'équipe du CQT, nos bénévoles que nos très précieux partenaires. J'aimerais qu'on prenne le temps de saluer chaleureusement les 2 personnes qui ont travaillé le plus activement à la réalisation de ce moment. Tika Micol, comme coordonnatrice au service de SIT. Elle est où? Et Rafaela Siniscalchi, qui est l'agente de développement numérique du CQT. Qui est l'idéatrice et la maître d'œuvre de ce projet. Maintenant, j'ai le plaisir de me taire et de vous présenter Mireille Camier. Mireille Camier est metteuse en scène, elle est directrice artistique des productions Kit-ou-Double. Elle est aussi membre du conseil d'administration du CQT et la présidente de notre comité numérique. C'est elle qui vous souhaitera officiellement la bienvenue. Mireille? Bienvenue. Alors, bienvenue à cette agora numérique. Merci vraiment d'être là, à ceux en ligne. Je regarde la caméra dans les yeux. Voilà. Oui, je dirige le comité numérique sur lequel siègent beaucoup de personnes qui sont ici dans la salle, spécialistes, chercheurs, penseurs, artistes. Donc, on a Rosalie Chartier-Lacombe qui est là. On a Marie-Claude Hamel qui est là, qui est aussi sur le comité. Puis je pense que c'est ça, mais tu sais, il y a Nicolas Berzy qui doit s'en venir. Il y a... Pardon? Ah, Véronique Raymond! Oh, excuse-moi. Excuse-moi, Véronique, t'étais pas dans mon angle. Pardon, Véronique, juste ici. Mais t'étais écrit ici, là.
Excuse-moi. Alors, au début de la pandémie, pour bien des gens du milieu, le mot numérique avait toutes sortes de goûts. Hein. Certains, c'était salé, d'autres très sucré, et d'autres plutôt amers. Alors, puis ça paraissait souvent bien vague, en fait, ce mot-là. Au comité numérique, on a commencé le travail en plein printemps 2020. On a tenté de mettre la lumière dans tout ça, relever les axes qui sont importants, puis donner des outils de compréhension au milieu théâtral. C'était ça, les premières actions qu'on a faites. Donc, la réflexion autour de l'Agora d'aujourd'hui s'est faite assez naturellement avec tous les thèmes puis les axes qu'on a abordés avec le comité. Puis, on a aussi eu l'immense plaisir pour cette Agora d'avoir les chercheurs d'Hexagramme et de la communauté universitaire pour pousser plus loin notre réflexion aujourd'hui. Donc, merci à Armando qui est juste ici. Et à Jean-Ambroise, qui n'est pas là, mais peut-être qu'il est en ligne. Alors, voilà. Alors, merci énormément à Hexagramme pour l'accueil ici dans vos lieux. Merci à CIT, Catherine l'a déjà dit, mais on a notre équipe ici de tournage et de diffusion en direct. Et voilà, donc, et moi aussi, je voulais remercier aussi le Petit Théâtre qui est là aujourd'hui avec son équipe pour documenter aussi ce qu'on va faire. Alors, la gang ici. Et je voulais aussi, bien sûr, refaire une main d'applaudissement à Raphaëlla, hein, qui a comme tout coordonné le projet. Voilà. Raphaëlla, en plus de travailler avec passion et rigueur comme ADN, là, elle a préparé cette Agora avec brio. Fait que merci beaucoup. Alors, bienvenue! L'horaire n'a pas changé, tout va bien. Maintenant, place donc à notre première activité qui porte sur les données, l'identité numérique, la circulation des contenus et la découvrabilité. Je vous présente votre animatrice pour ce bloc d'activité, Véronique Raymond. Bonjour Véronique. Véronique est directrice du festival Tout court et de TED-TD, mais aussi créatrice, chroniqueuse. C'est une femme active. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est membre du conseil d'administration et du comité exécutif du Conseil québécois du théâtre. Elle est accompagnée de ses 3 invités, Fabien Lozac, Alexandre Enkerli et Véronique Marino. Je me sens très loin de vous. Est-ce que c'est allumé? Est-ce que vous nous entendez? Oui? Oui? Parfait. Alors, pour commencer, je vais vous présenter nos 3 invités qui sont des personnes fabuleuses que j'aime toutes individuellement. Alors, je ne suis pas du tout vendue. Fabien Lozac, ici, on va le dire tout de suite, un collègue de travail pour moi par le passé, alors avouons nos liens. Détenteur d'un doctorat en sociologie portant sur la créativité, Fabien Lozac travaille depuis plus de 10 ans dans l'industrie des communications au Québec. Il a été tour à tour vice-président de la stratégie interactive chez Brad Ogilvy Canada et Forsman Force, pas sûr de ma prononciation, avant de fonder son cabinet de conseil stratégique nommé Dolores. En parallèle, il anime depuis 9 ans une chronique hebdomadaire portant sur la culture et les humanités numériques durant l'émission Moteur de recherche, anciennement La Sphère, à ici Radio-Canada Première. Fabien est très impliqué dans le monde universitaire puisqu'il enseigne les cours Planification des communications numériques à l'Université du Québec à Montréal et les enjeux des technologies émergentes au programme de maîtrise en communication de l'Université de Sherbrooke. Enfin, il a publié 2 ouvrages, dont un dont j'adore le titre, qui est « 50 questions pour expliquer le web à mon père » et « Wiki, GIF et LSD », quand même. Ça vous met en appétit, non? Alors voilà. Alexandre Enkerli. Alexandre, au début des... nous, on s'est connus en ligne. Alors, c'est dans le thème. Au début des années 80, Alexandre Enkerli débute son appropriation de la musique et de l'informatique. Saxophone alto d'un côté, Commodore VIC-20 de l'autre. Commodore VIC-20, ça vous rappelle des souvenirs? Il poursuit cette double démarche par l'électronique musicale et vise un apprentissage musical inclusif soutenu par la technologie. Inspiré par l'apprentissage entre pairs en contexte artistique, Alexandre accorde une importance particulière à la collaboration, que ce soit en improvisation ou en recherche. Formé en musique, en anthropologie, en folklore et en ethnomusicologie,
Il a enseigné les disciplines ethnographiques dans 9 universités aux États-Unis et au Canada de 1999 à 2019. Il a aussi occupé divers postes au sein d'organismes lucratifs et au gouvernement du Canada. Ah, non lucratif, que dis-je? Et au gouvernement du Canada. Depuis janvier 2021, il est conseiller technopédagogue au service de pédagogie numérique de l'OBNL Collecto Services regroupé en éducation, où il se spécialise en appropriation technologique et en éducation ouverte et libre. Et enfin, Véronique Marino, que plusieurs d'entre vous ont vu à travers leur écran pendant nos nombreux ateliers Wiki dans la dernière année et demie. Je pense que ça fait à peu près 18 mois. Donc, avant de cofonder la Cogency, Véronique Marino a dirigé le programme Médias interactifs et jeux vidéo à l'INIS pendant 15 ans. De 2009 à 2014, elle a mis sur pied Espace Infusion, un département de services conseil de l'INIS spécialisé dans les projets multiplateformes et transmédia. Espace Infusion a joué le rôle d'incubateur de talent sur plusieurs projets, dont Yeux TV ou Par année un enfant riche. J'aime bien. De 2000 à 2002, Véronique a été stratège numérique chez Neuron Web. En 1999-2000, elle a joué le rôle de directrice de produits chez Nomino Technologies sur un projet où l'intelligence artificielle et le langage étaient appliqués à l'élaboration d'un moteur de recherche. Et pendant 2 années, soit de 1998 à 2000, elle a participé à la mise en ligne du premier site web de TVA. Fine observatrice des changements de comportement induits par le numérique, Véronique est une excellente communicatrice et vulgarisatrice. Et merci d'être là. Merci à vous. Et maintenant, je me tais et je cède la parole, avant de poser des questions à nos invités, à une petite capsule que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, mais on va se remettre dans le bain. Une petite capsule sur la découvrabilité. Voilà. Sur le web, on trouve une multitude d'informations sur un paquet de sujets. Ça tombe bien parce que pratiquement tout le monde utilise les moteurs de recherche. Prenons par exemple Google pour y poser directement des questions. Comme « Pourquoi les autruches se mettent la tête dans le sable ?» Mais pour répondre, Google a de moins en moins d'espace puisque les interfaces réduisent. Il cherche donc la meilleure réponse. La page web qui aurait le plus de chances d'être recommandée pour répondre à notre question sur les autruches serait celle qui a le plus de liens pointant vers elle. Dans ce contexte-là, que peut faire notre écosystème théâtral pour maximiser ses chances d'apparaître sur une courte liste de résultats de recherche? D'abord, distinguons 3 concepts. La présence. Est-ce que votre compagnie de théâtre a un site web efficace et optimisé pour les appareils mobiles? La visibilité. Si quelqu'un tape dans la barre de recherche le titre de votre pièce qui vient de prendre l'affiche, est-ce qu'il trouve rapidement de riches informations? La découvrabilité. Si une personne recherche pièce de théâtre pour enfants avec des autruches, comment faire pour que cette personne qui ne vous connaît pas tombe sur votre spectacle? L'univers de la découvrabilité, c'est quand une personne cherche quelque chose qu'elle ne connaît pas encore, mais qu'elle a envie de découvrir. Alors, quelles actions faut-il poser pour augmenter le potentiel de découvrabilité de nos contenus? Créer des hyperliens internes et externes vers nos sites web. Rendre nos informations accessibles pour les robots des moteurs de recherche, ces fameux algorithmes-là qui organisent les contenus. Continuer d'utiliser les moyens traditionnels de communication. À cela, ajoutons une variété d'actions dans le web avec en tête Wikidata, qui joue un grand rôle dans cet univers. Oui, c'est vrai, ça fait beaucoup d'un coup. En plus, il faut savoir que toutes ces actions garantissent aucun résultat. C'est toujours les moteurs de recherche qui mènent la danse. Hey, pas de panique. Un pas à la fois. Dans le web comme ailleurs, constance, analyse, stratégie, bien s'entourer. C'est plus probant de penser à la découvrabilité comme une dynamique collective plutôt que de fonctionner en silo. Par où commencer? Demandez-vous à quelles questions des internautes mes contenus pourraient devenir une bonne réponse. Et si vous avez toujours voulu savoir pourquoi les autruches se mettent la tête dans le sable, eh bien ça, c'est une autre histoire. Faites vos recherches. Alors, ça met bien la table pour notre discussion qui sera vraiment une discussion croisée. Je vous invite à rebondir les uns sur les autres. Je serai là, moi, que pour surveiller le temps et vous stimuler un peu. Mais je vais commencer avec une première question pour ouvrir la danse. Donc, on a vu dans cette capsule que la découvrabilité était fort importante pour notre milieu théâtral. Alors, je vais y aller en opposition. Quel risque on court si on ne produit pas ou si on produit peu de données numériques sur le milieu du théâtre, sur ses artisans, sur ses œuvres, ses lieux, son patrimoine, souvent immatériel et éphémère et peu numérique? De quelles opportunités se prive-t-on? Alors, qui veut se lancer?
Véronique, parfait, Véronique. De quoi se prive-t-on? On va se priver de tout ce que, je dirais, le potentiel de découvrabilité signifie. C'est-à-dire qu'on va se priver de parler à des gens, de rencontrer des gens qui ne nous auraient peut-être jamais rencontrés si on n'avait pas fait cet effort-là. Et puis, en fait, le principal risque, c'est l'invisibilité. Alors, c'est la force et l'avantage et l'inconvénient du web. C'est que quand ça ne marche pas, personne ne le sait. Donc, si on est invisible, on est définitivement invisible. Et ensuite, je dirais le principal inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est de plus en plus technologique. Cette technologie disparaît de plus en plus au profit de l'expérience usagée. Donc, on a des algorithmes qui sont très, très bien équipés pour lire les sites web, comprendre les sites web, interpréter les données, les métadonnées, etc. Donc, il se passe énormément de choses alors qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mm-hmm. Et donc, ce faux silence fait que si on n'intervient pas dans cette mécanique-là, on va juste être dans le fond de l'eau, puis on va y rester. Ce qui fait très très peur aux gens aussi, c'est cet aspect de boîte noire un petit peu de cette architecture technologique. Et quand on dit aux gens, oui, il faut que vous soyez présents sur le web, vous devez être là, vous devez être présent, la question qui arrive tout de suite, c'est mais comment on est présent? Comment on est présent? Regarde, fais le gros mot à la mode, fais du SEO, Search Engine Optimization. Le SEO, c'est un monde en soi. C'est une discipline, je dirais même plus, c'est une industrie avec des pratiques plus ou moins parfois douteuses, mais quand même avec beaucoup de pratiques sérieuses. Découvrir le SEO, c'est un monde en soi. Il y a même des outils très chers. Bref, on arrive tout de suite, on est confronté à cette idée-là, un peu ce saut dans le vide. Ce changement de métier. Exactement. C'est pas juste aller dans le web. C'est aller dans le web, mais aller dans le web, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Beaucoup d'argent, parce qu'il faut embaucher du monde, il faut acheter des plateformes, acheter des outils, bref. Puis il y a un autre risque à penser qui vient un peu du domaine de la sécurité, c'est que si vous ne le faites pas, d'autres personnes vont le faire. Mm-hmm. Du moins, si ça a de l'importance. Si ça a de la valeur pour quelqu'un, il y a quelqu'un qui va le faire. Puis on parle, par exemple, de Wikifeet, que si une photo de vos pieds se retrouve sans votre approbation sur un site qui répertorie des pieds, vous pouvez vous dire que ça n'a aucune importance, mais si vous vous placez dans les souliers de quelqu'un d'autre qui se fait traquer de toutes sortes de façons, c'est de se dire que si vous y êtes pas, il y a quelqu'un d'autre qui y est. Tout le monde a des profils en ligne, même si vous n'êtes pas en ligne. Il faut vraiment penser que vos données sont distribuées de toutes sortes de façons, et si vous ne les contrôlez pas, ça veut dire que vous êtes à risque de toutes sortes de choses, y compris de problèmes de sécurité, de vol d'identité, et ainsi de suite. Désolé de vous faire peur, mais c'est important d'y penser aussi, avant même de vraiment faire tout le travail de réputation en ligne. C'est vraiment de percevoir qu'est-ce qui est dit à propos de vous, ou comment vos contacts peuvent avoir l'importance dans ce que vous faites. Bien, ça amène à la question de l'identité numérique. Parce que, donc, ce que vous nous dites, c'est si on ne participe pas, on est invisible, mais il y a le risque aussi que quelqu'un décide de notre identité numérique. Donc, les gens parlent de nos compagnies de théâtre, de nos pratiques, de nos œuvres, sans qu'on participe à la discussion. Donc, j'aimerais ça vous entendre parler de cette question-là de l'identité numérique pour des gens qui sont dans un domaine où, on s'entend, là, on est vraiment dans un domaine physique. Le théâtre, on est dans des salles, on ne parlera pas de web diffusion dans cette discussion, il y en a, mais ce n'est pas l'essentiel de notre pratique, loin de là. Donc, comment exister, comment avoir une identité numérique dans cet univers-là quand on vient d'un tel environnement? Puis, voilà, je vous lance sur la question. La question de l'identité numérique, on pourrait en faire un cours d'université, voire 2, 3 sessions. En fait, c'est des couches, il faudrait le voir un peu comme un oignon. Il y aurait une première couche, c'est ce qu'on partage de manière consciente, c'est-à-dire les photos qu'on va publier, les invitations auxquelles on va répondre, les commentaires plus ou moins disgracieux qu'on va mettre, les avis, les notes. C'est un peu la pointe immergée de l'iceberg. C'est celle où un peu on a le contrôle, disons-le comme ça. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. À partir de cette couche qu'on va partager, il va y avoir une couche comportementale. Donc c'est vos comportements en ligne, ce que vous faites, ce que vous n'avez peut-être pas envie de partager directement. Donc votre position en temps réel, le graphe de tous les gens que vous connaissez en ligne, le temps que vous passez sur des applications, le temps que vous passez sur des sites, vos habitudes d'achat, etc. Et il y a une troisième couche, d'accord? C'est l'interprétation de la première et de la deuxième par les algorithmes
par aujourd'hui ce qu'on appelle un peu communément, mais qui est galvaudé, l'intelligence artificielle, et qui vont comparer toutes ces données-là à d'autres utilisateurs, qui vont faire des corrélations statistiques et qui vont, d'une certaine manière, inférer un profil sur qui vous êtes. Et donc, la première couche, vous pouvez la contrôler. À la deuxième et la troisième, il n'y a plus aucun contrôle possible. Donc, je reviens sur cette idée de boîte noire un petit peu tout à l'heure. Vous pouvez essayer de donner le plus d'informations possible consciemment pour être mieux référencé. Il y a une couche 2 et une couche 3 sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir. Et le pouvoir ici, je dirais, il va être politique. Il faut agir au niveau politique, il faut faire des lois. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais... Bien, entre autres, de penser que l'identité, c'est justement pas quelque chose qu'on contrôle individuellement, mais qu'on négocie constamment. Côté sciences sociales, c'est comme ça qu'on explique l'identité. On se définit par rapport aux autres, mais les autres se définissent par rapport à nous. C'est un jeu de miroir, essentiellement. Puis parmi les données les plus importantes à propos de vous, c'est vos contacts. Et je vous encourage fortement à penser à vos liens faibles. C'est une théorie qui date de 50 ans sur les réseaux sociaux, à propos des réseaux sociaux, dans les années 70, de penser au fait que la force d'un réseau, c'est dans les liens faibles. La personne que vous ne connaissez pas directement, mais que quelqu'un de votre réseau connaît. De votre réseau immédiat, il y a quelqu'un qui connaît cette autre personne-là. Puis je pense, par exemple, à l'éclairagiste qui a plein de contacts en intelligence artificielle, justement, parce qu'elle était informaticienne à l'époque, puis elle a plein de contacts dans ce milieu-là. Ou la même chose avec un maquilleur dont l'époux est banquier et qui pourrait vous aider à obtenir du financement pour un projet. Alors, vous ne pensez pas à cette personne-là, vous ne la connaissez pas, mais elle fait partie de vos liens, elle fait partie de votre identité, même si vous ne la connaissez pas. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on a tellement tendance à penser à l'identité comme individuelle, alors qu'on est en groupe. On a une force du groupe qui est extraordinaire, surtout quand on commence à penser aux gens qui ne font pas partie de notre milieu restreint. Je sais que si vous invitez des gens à un spectacle, si c'est dans votre sphère d'amis, c'est des personnes qui connaissent aussi d'autres personnes du même milieu, si le réseau est très dense, vous n'allez pas très, très loin. Mais si vous allez chercher très, très loin, complètement à l'opposé de votre réseau, des personnes avec qui vous n'avez jamais interagi, mais la belle-sœur du voisin, du coiffeur, de l'ami de l'autre qui a fait quelque chose d'intéressant puis qui s'intéresserait à ça, cette personne-là fait partie de votre réseau aussi puis pourrait avoir un impact sur votre carrière et surtout sur votre identité. C'est ça aussi l'identité. Véronique? Moi, je reviendrai sur quelque chose de peut-être un petit peu plus numérique. Oui. C'est l'identifiant unique. C'est ce qu'on appelle l'identifiant unique. Puis ça, dans le milieu du théâtre, on en parle beaucoup. C'est la notion d'ISNI, d'ISBN, EIDR, etc. Parce qu'on voit commence à avoir une multiplication des identifiants uniques, qui est aujourd'hui un très bon véhicule pour protéger son identité. C'est-à-dire qu'en fait, personne d'autre ne peut être soi. Et l'autre avantage, c'est lorsqu'on a un ISNI ou un ISBN, suivant ce qu'on fait, c'est que ce numéro-là va pouvoir être aligné avec l'ensemble des bases de données qui existent et qui répertorient ces identifiants uniques. Et tout d'un coup, on se retrouve avec une capacité de pouvoir construire une identité numérique. Au-delà des interprétations, est-ce que c'est la même personne, est-ce que pas, est-ce qu'on est dans de l'homonymie, est-ce que c'est sûr que c'est la même personne? Et en fait, le grand danger dans la personnalité numérique, c'est d'être certain qu'on parle bien de la même personne. Et donc, la notion d'identifiant unique, ça, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, y compris les bailleurs de fonds réfléchissent à ça, parce qu'on sait très bien que si on veut que la culture québécoise soit capable d'être traçable, il va falloir identifier ces acteurs. Et à travers une façon de le faire universelle, qui sont ces fameux identifiants uniques. Et en parler de découvrabilité, de traçabilité, les identifiants uniques sont aujourd'hui un moyen d'être capable d'identifier les œuvres sur les plateformes de distribution numérique et d'être capable d'identifier aussi la rémunération, etc. Donc il y a un enjeu qui est politique, qui est sociétal, mais il y a aussi un enjeu de droit. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut pondérer cet ensemble-là, mais c'est là où la responsabilité individuelle intervient. C'est qu'à un moment, on devient tous un petit peu, je dirais, des artistes entrepreneurs. Ça, je sais que j'ouvre une porte, mais c'est dans la prise de conscience qu'on a tous quelque chose à faire dans cet ensemble-là, et que des fois, c'est pas grand-chose, mais d'aller chercher un ISNI ou un ISBN, c'est déjà une pierre très importante, une pierre angulaire par rapport à la construction, ou en tout cas à la reconnaissance de son identité numérique.
Parce que souvent, on va se rendre compte, puis tout à l'heure, vous pointiez le fait que tout le monde se mêle de nous créer une identité numérique. Oui. En même temps, c'est une super bonne chose. Parce que les gens qui ne s'en occupent pas se rendent compte aussi qu'il y a énormément de gens très bienveillants à l'égard des œuvres et des artistes et qui vont construire une image, une identité qui est très favorable. Et combien de fois, quand on fait des diagnostics de découvrabilité, on se rend compte que la communauté, par attachement, par reconnaissance, par amour de l'œuvre ou de l'artiste, a fait un travail extraordinaire de documentation. Donc, il faut imaginer que la collaboration et que la communauté est un levier de développement et non pas l'inverse. Quelque part, il y a une interdépendance là-dedans de se dire que l'identité est unique pour la personne ou pour l'œuvre ou quoi que ce soit, mais aussi pour le lieu et ainsi de suite. Les gens dépendent de nous dépendons d'eux et ça tisse quelque chose qui peut avoir l'air très, très compliqué, qui est en fait même d'une certaine façon complexe, mais qu'on peut aborder de plusieurs façons en liant les choses entre elles. Alors, en gardant les données pour nous, en gardant l'idée que je suis allé performer à tel endroit ou j'ai participé à telle production, à tel moment, j'utilise tel type de matériel ou quoi que ce soit. En conservant ces données-là, on se dit, on se protège, mais en fait, c'est l'opposé. Parce qu'on est tellement dépendants les unes des autres qu'on a vraiment besoin de distribuer tout ça pour que ça fasse quelque chose de fort, qui puisse se tenir. Que ça peut être une compagnie de production qui peut faire rejaillir la gloire sur une personne pigiste qui a pu mettre les gens ensemble. Il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment... Quand on se met à penser aux données, c'est pas de se transformer en scientifique des données, c'est vraiment juste de penser à une construction de l'univers qui est assez différente de celle dont on a l'habitude dans la vie de tous les jours. Mais en fait, c'est tout le travail sur l'informel, en fait. Parce que quand on crée quelque chose, quand on décide de développer un projet en théâtre, il y a plein de décisions qui vont se prendre, puis il y a plein d'intervenants, puis tout ça est de l'ordre de l'informel. C'est-à-dire que tout le monde, intuitivement, sait le sous-texte de l'ensemble de l'interrelation. À partir du moment où on décide de rendre ça numérique, on commence à rentrer dans la conscience. C'est-à-dire qu'on conscientise les éléments qui ont été utiles et nécessaires pour que cet ensemble-là existe. Et on est obligé de reconstruire cet ensemble-là par petits morceaux, c'est ce qu'on appelle les données, pour que, ultimement, la machine soit capable de reconstruire ce que nous savons d'une manière humaine. Je veux dire. Et c'est pour ça que quand on regarde dans la capsule, on pointait Wikidata, l'univers Wikimédia était pointé pour plein de raisons. Mais la façon dont ça fonctionne, c'est ça. C'est le principe du triplé, c'est que c'est deux entités séparées qui ont toujours une relation. Puis cette relation, elle est infinie, puis on peut tisser autant de relations qu'il existe d'entités, et on peut les croiser dans tous les sens. Et comme par hasard, on se dit, mais ça ressemble exactement à la façon dont fonctionne le cerveau humain. Donc notre travail, c'est de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est de prendre conscience de l'intégralité de l'informel dans lequel on évolue, pour retranscrire ça dans les machines, pour être certain que quelque part, on reconstruise le plus à l'identique possible. Je me permettrais juste avant, Fabienne, de donner la parole, de faire un parallèle avec déjà des pratiques qu'on a dans le milieu du théâtre. Par exemple, quand on monte un spectacle, il y a un travail de dramaturgie qui se fait et que souvent on documente. Exact. Et souvent, ce genre de texte-là ou de métadiscours, si on veut, sur nos œuvres, on le rend accessible dans un programme ou on le rend accessible dans une rencontre avec le public. Exact. Mais il y a cet espace-là qu'on n'a pas franchi encore, d'apporter ces contenus-là sur le web. Et donc, parce qu'on n'est pas obligé d'apporter le spectacle, mais on peut fournir du matériel sur le métadiscours. Et c'est là où on se heurte au frein qui dit « Oui, mais j'ai pas le temps. » Okay. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps. Oui, donc j'ai pas l'argent, donc j'ai pas le temps. Et parce qu'en fait, on est dans un enjeu de productivité. Alors le mot peut-être peut faire lever des poils sur les bras, mais c'est une réalité. À un moment, quand on n'a pas le temps, il faut regarder qu'est-ce qui sert à quelque chose dans ce que je fais et qui ne sert finalement plus à grand-chose dans ce que je fais. Et d'essayer de remplacer quelque chose de... Mais quand on fait le travail de construire, par exemple, de construire une programmation, mais faisons-le dans un format interopérable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir immédiatement replonger dans le web et pas être obligé de le ressaisir, etc. Donc, travaillons sur des formats qu'on puisse distribuer ad vitam selon le type de plateforme, mais faites le travail qu'une seule fois. Oui, plutôt que de dédoubler. C'est ça. Fabien, tu voulais réagir? réagir? Oui, mais sur la notion d'artiste entrepreneur, je trouve ça très intéressant. Avec la découvrabilité, il y a
Il y a un discours managérial aussi qui vient avec ça. C'est-à-dire que l'artiste je ne sais pas s'il y en a avant beaucoup, mais était beaucoup concentré une grande partie de son temps sur la production de son travail artistique. Et aujourd'hui, une plus grande partie, une partie croissante, et en croissance encore, est consacrée au fait d'être découvert. Donc, il doit travailler à créer du discours sur sa propre pratique et à communiquer autour de sa propre pratique. C'est aussi ça, la découvrabilité. C'est cette imposition qu'on donne aux artistes, en plus de leur travail personnel, de faire ce travail qui est peut-être parfois un petit peu contre nature aussi pour certaines des pratiques. Puis, oui. Il y a quelque chose aussi qui est un peu dérangeant pour moi. Quand on parle de découvrabilité, c'est un petit peu comme si la fée Clochette venait avec sa baguette magique pour la personne est découverte ou comme Christophe Colomb qui supposément découvre un endroit qui était déjà peuplé. Il faut quand même comprendre que c'est pas une boîte qu'on ouvre puis soudainement il y a une artiste. Puis il y a un aspect qui me dérange beaucoup qui est le transactionnel. Vous avez peut-être entendu parler du Web 3. Une critique que je ferais, c'est de tout transformer en transaction. Tout ce qu'on fait dans l'univers, on le transforme en transaction. Puis il y a des esprits comme ça, il y a des gens qui pensent exactement comme ça. On se dit, une conversation, c'est une... Alors, c'est de penser aussi, si on parle de découvrabilité, c'est aussi de découvrir l'autre. De penser à des personas, ça vient de votre milieu. Les personas, le masque, de découvrir ces masques-là. Oui, on peut y penser de chaque élément, de paramètres, ou de penser de façon holistique, le tout complet de ce qu'est la personne elle-même, mais le milieu complet, de comprendre qu'on fait partie d'un milieu, que oui, il y a des transactions qui se passent et tout ça, mais il y a plus que ça, il y a une énergie qui se crée, il y a vraiment une entente. C'est quoi une entente entre deux personnes? Une bonne entente, une bonne compréhension entre deux personnes. Est-ce que c'est une transaction que soudainement, j'ai compris un concept? Non, c'est que mon attention a été portée sur quelque chose, puis qu'en même temps, on a raisonné ensemble. Il y a une résonance qui se crée, et ça, c'est plus important, selon moi, que l'espèce de transaction de « la personne m'a trouvé ». Il y a quelque chose à faire ensemble qui est vraiment un développement communautaire, en quelque part. Il y en a certainement parmi vous qui travaillez dans un domaine où les gens du public font aussi partie du milieu comme tel, du spectacle lui-même, qui peuvent avoir une participation accrue et qui vont pouvoir dévoiler ce que ces personnes-là veulent vivre comme expérience. On parle vraiment d'expérience. On parlait d'expérience utilisateur. C'est un peu ça. Vous connaissez mieux ça que la plupart des designers. Il y a quelque chose de ça qui est une force extraordinaire qui va au-delà de « on a coché la case, j'ai été découverte ». Ça m'amène sur la question de la surabondance, parce que quand on parle de découvrabilité, on parle justement d'aller à la rencontre certes de nos publics, mais également de personnes qui ne nous fréquentent pas. On le disait dans la capsule, la découvrabilité, c'est quand des gens trouvent quelque chose qu'ils ne savaient pas qui les intéressait. Et nous, en théâtre, on aimerait vraiment ça, que beaucoup de monde nous trouve, beaucoup de personnes qui ne savent pas que le théâtre, c'est merveilleux, on aimerait bien qu'ils viennent vers nous. Il y a plusieurs façons d'aller vers eux, mais on est dans un univers là, d'explosion, de plateformes, de canaux de communication, etc. Donc, j'aimerais vous entendre parler de... Quand on se met devant ça, c'est un peu le vertige. Et par où commencer? Moi, je pense que la clé, c'est le temps. Et c'est le paradoxe de la découvrabilité, c'est qu'en fait, la découvrabilité se heurte souvent à un a priori qui l'attache à de la promotion. Oui. La promotion, c'est de l'instant. C'est je suis une nouveauté, j'ai un pic de communication. Tout le monde, d'une manière ou d'une autre, va entendre parler de nous, même ceux qui ne nous sont pas intéressés à voir ou à écouter ce que je produis. Et puis après, je ne suis plus une nouveauté, j'ai une nouvelle nouveauté qui me passe devant, etc. Donc, souvent, on dit, mais la découvrabilité, c'est de la promotion. Non. La découvrabilité, c'est de la mise à disposition. C'est de la description. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la relation au temps est fondamentale en découvrabilité parce que c'est le temps qui va nous rendre découvrables. C'est la présence qui va nous rendre découvrables. C'est d'être disponible, d'être descriptif, d'être le plus explicatif possible pour que lorsque les moteurs de recherche vont nous ramasser tous les jours, et que tranquillement, pas vite, il y a quelqu'un qui a rajouté un élément dans Wikipédia, quelqu'un qui a rajouté un post de blog, etc. Et tout d'un coup, tranquillement, pas vite, les machines vont construire cet écosystème et qui vont être capables de dire, mais ça, c'est une pièce de théâtre pour le public de 12-14 ans.
qui a été présenté à la Maison Théâtre à Montréal. Il y a une vidéo sur YouTube qui est un teaser, qui est disponible. Et là, on commence à voir quelque chose d'intéressant. Donc la découvrabilité, il ne faut pas le voir comme quelque chose de rushé. Il faut le voir comme une relation avec le temps qui est en paradoxe complet avec ce avec quoi on est habitué, c'est l'instantanéité. Et c'est pour ça que la découvrabilité, ce n'est pas tant d'être découvert, c'est d'être découvrable. Okay ? Pourquoi la découvrabilité est devenue un sujet si clé ? C'est parce que la façon dont on interroge les contenus a changé. Puis ce n'est pas nous qui avons changé, c'est ceux qui décident de la façon dont on interroge les contenus qui ont changé. Hein, en particulier avec la modification de la boîte principale noire qu'on connaît, qui est celle de Google, qui s'appelle BERT, et qui, de par sa dimension à interpréter le langage naturel, etc., est devenue, en plus, pour gérer la surabondance, à un moment, il va s'adresser à ce qu'il est capable de comprendre. Ouais. Donc, il va évacuer ce qu'il ne comprend pas et il va se concentrer sur ce qu'il comprend. Notre travail, quand on fait de la découvrabilité, c'est de faire partie de ceux qui sont compris et continuer à faire de l'art, quoi. Mais ça m'amènerait à vous poser une question. Avant, on se remettait beaucoup entre les mains des critiques en théâtre, hein, et des grands médias. C'est par ces canaux-là qu'on parlait de nos œuvres. Mais là, il faut qu'on se fasse comprendre par des robots. Ça soulève beaucoup d'enjeux et j'aimerais ça vous entendre parler un peu de ces enjeux-là, entre autres et particulièrement les enjeux relatifs aux billets, parce que je pense qu'ils sont nombreux. Donc. En fait, sur les billets inconscients, une des grandes solutions à l'énigme, c'est de découvrir ces billets-là, de les rendre conscients. Ça ne les règle pas d'un coup, mais c'est vraiment d'en prendre conscience soi-même. C'est une démarche de tous les instants, c'est vraiment de penser à des choses qu'on ne peut même pas percevoir. Alors, il y a plusieurs exercices qu'on peut faire en se mettant à la place de l'autre et ainsi de suite. Il y a vraiment de la facilitation qui peut être faite là-dessus, mais c'est de comprendre qu'on est tous biaisés. Pas assigner ça à certaines personnes sont biaisées puis que c'est juste une question de certaines identités déjà instituées. C'est de comprendre que l'esprit humain est tel fait que vraiment on est biaisé à l'avance. Alors de passer à travers ça par une démarche qui est de curiosité finalement. Et de percevoir, faire plusieurs exercices, ça existe en ligne et on peut faire des ateliers là-dessus, de vraiment se prendre conscience de notre propre situation cognitive finalement. Comment on réfléchit à des choses pour justement pas penser comme des robots et se rendre compte que quand un robot pense à nous, a des données sur nous, va accumuler des données sur nous, il y a quelque chose qui est très, très biaisé ou qui ne contient pas les mêmes biais que ceux qu'on a nous-mêmes. Les biais par rapport à ces données qui sont agrégées et inférées pour créer des profils de consommateurs, c'est que le biais, il est du côté des gens qui développent et qui programment. Donc, il est là, le biais inconscient. Et quand on regarde le profil démographique des développeurs de la Silicon Valley ou même des centres-villes urbains où se concentre le savoir et les capitaux, on voit que cette concentration, elle est quand même, pour reprendre un terme consacré aujourd'hui, c'est des hommes blancs dans la quarantaine. Donc, c'est ces biais-là qui sont là. Donc, il faut travailler à ce niveau-là. Je pense que les grandes compagnies de technologie essayent de faire leur part. Il y a énormément de conférences, d'ailleurs, qui sont publiques chez Google, chez Apple, dans ces grandes compagnies-là où on essaye de conscientiser ces développeurs-là. Mais je pense que c'est à ce niveau-là que le travail est à faire, au niveau universitaire aussi, où on va former ces personnes-là. Et puis encourager énormément les gens issus de la diversité, autre expression consacrée, à rentrer dans ces carrières-là le plus possible. Parce qu'on a vu que dans les années 80, par exemple, les femmes ont déserté le monde des technos. Et encore aujourd'hui, on est dans le département des sciences à l'UQAM, on pourrait faire une petite analyse par rapport aux sciences humaines, c'est tout un monde différent. Donc il faut encourager ces publics-là. Et là, encore une fois, la réponse, elle est politique. Mais c'est intéressant parce que moi, je vais me mettre de l'autre côté. Parce que là, on réfléchit en termes de consommateurs. On parle de données consommateurs. Donc, comment est-ce qu'on est capable de comprendre le consommateur? Mais si on remonte en amont dans la chaîne, la première chose, c'est comment est-ce qu'on décrit une pièce de théâtre? Comment est-ce que l'ensemble du milieu théâtral à travers le monde s'entend pour dire ces éléments-là représentent une pièce de théâtre?
Et pour pointer ce que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est important qu'on se mette à plusieurs pour dire mais comment est-ce que l'on pense? Le travail de la donnée, de la métadonnée, elle se fait avec plusieurs types de profils. Elle va se faire avec des spécialistes du milieu du théâtre. C'est quoi une pièce de théâtre? C'est quoi un directeur artistique? C'est quoi un comédien? C'est quoi? Quels sont ces métiers? Comment est-ce que vous les décrivez? Et comment est-ce que tous ceux qui font le même métier s'entendent sur la façon de le décrire? Et ensuite, vous avez les data scientists qui, eux, vont dire, OK, comment est-ce qu'on incrémente ça dans une machine, dans une plateforme, pour qu'à partir du moment où quelqu'un qui est en Australie, au Japon, en France ou au Canada est capable de dire, ben moi, je vais me créer ma page, je vais mettre mes données sur ma production théâtrale, et que tout le monde va être capable de le décrire de la même façon. Donc, c'est une façon aussi d'impacter sur les moteurs de recherche, c'est de travailler en amont. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut déjà s'entendre sur comment décrions-nous une pièce de théâtre? Ouais. Et tout à l'heure, vous pointiez les ateliers Wikidata qui ont été portés par le CQT avec Capacoa, et c'était l'objectif. En fait, c'est un projet qui est bipolaire. Il y a le faire travailler, il y a faire travailler un groupe de personnes qui sont à la fois internationaux, à la fois pluridisciplinaires, etc., sur la façon de s'entendre d'une manière universelle sur l'art et la manière de décrire les éléments du théâtre, et de l'autre, permettre au milieu d'accéder à ça en disant ben moi je suis capable de rentrer mon nom, mon métier, je peux m'associer au monde du théâtre dans le web. Et après, on va pouvoir continuer à travailler sur les profils des usagers, mais commençons déjà à créer une espèce d'harmonie sur la façon dont on décrit les œuvres. Alexandre, je sens que vous voulez réagir, oui. là. Mon oui et, c'est de vous encourager à inverser les rôles. Y compris, vous êtes des gens du théâtre, les autres ne sont pas des gens du théâtre, les usagers ne sont pas... On est un monde diversifié, varié. Ce biais cognitif-là existe aussi. Il y a des positions, des scientifiques, des spécialistes on se base sur la spécialité, mais à un certain moment, on peut échanger tout ça. On peut créer ça ensemble. Alors, une démarche de création, surtout ces temps-ci, on parle beaucoup de design thinking. C'est en fait très simple. Il y a une démarche qui existe, qui varie énormément d'une personne à l'autre, de la façon que c'est décrite. Mais d'un certain sens, c'est à un moment donné d'expérimenter avec ces personnes-là. Pas par rapport à ces personnes-là, mais vraiment avec, se mettre à table, ensemble, en se disant, on oublie nos rôles, on oublie nos titres, et on improvise quelque chose qui est ensemble, où on pense d'une autre façon. Ça peut être la personne qui n'a jamais étudié en sciences, qui va avoir une attitude très, très, très scientifique, et vice-versa. De se sortir un peu de ce carcan-là, qui est de se dire, on a des rôles spécifiques à jouer dans l'ensemble de notre vie. Je pense que plusieurs personnes sont capables de jouer plusieurs rôles. Fabien, est-ce que tu voulais réagir? Non, ça va. Mais c'est intéressant parce que là, vous touchez l'idée de l'intelligence collective. Et c'est quelque chose qui, en découvrabilité, qui, en découvrabilité, est très important, mais qui est très inhabituel pour nous. On a l'habitude de contrôler nos données, d'écrire un communiqué de presse, de produire nos propres photos sur notre démarche, de contrôler notre spectacle, si on veut, et toute notre démarche. J'aimerais ça vous entendre parler de ce renversement-là, de cette idée-là de créer des données qui appartiennent à tous et qui servent à tous. Donc, comment nous, on peut s'inscrire comme collectivité dans ça, mais comment on peut aussi faire appel à ceux qui ne sont pas dans notre monde? Dans quelque part, c'est peut-être une gestion du risque. C'est de se dire, c'est quoi le pire qui peut arriver? Il pourrait y avoir des choses extraordinairement horribles qui peuvent se passer. À ce moment-là, on a une frontière qu'on peut connaître à l'avance. Alors, quand on parle de projet pilote, par exemple, ça se fait dans tous les domaines, de se dire qu'il y a une limite à ça et on peut identifier des choses qui vont être mises à l'échelle plus tard, mais qu'on l'essaye quand même. Il y a quelque chose, il y a une espèce de cynisme dans beaucoup de milieux au Québec qui est basé de ce cynisme-là sur on ne peut pas essayer ça, on a déjà essayé, ça n'a pas marché. Attends, wow, les choses ont changé. Il faut essayer des choses, sinon on risque beaucoup plus que si on n'essaye pas. Mais il faut essayer dans un cadre où on établit des balises, en se disant, on va jusque-là, pas plus loin.
Ça se fait très bien ces temps-ci pour des pièces, quand on parle de proximité, d'intimité et des trucs comme ça, de se dire « Oh, il y a une limite quand même qu'on ne doit pas franchir, mais on sait, on la connaît cette limite-là. » C'est la même chose pour les données, de se dire « Oh, il faut faire absolument attention, il ne faut pas que ça touche mes enfants. » D'accord, maintenant on le sait. On ne va pas aller jusque-là, mais il y a certaines choses qu'on va essayer avec des personas inventés ou quoi que ce soit, mais de faire cet exercice-là pour pouvoir avoir la possibilité d'aller plus loin plus tard, au moins qu'on ait une pratique de ça. Plutôt que se dire, on va tout mettre dans le même bateau, on va tout essayer, on va mettre toutes nos données. Non, 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 étape par étape. Y compris par rapport aux droits d'auteur et ainsi de suite, c'est une situation extrêmement difficile à réfléchir pour plusieurs personnes parce qu'on a justement des biais, mais d'y penser, imaginons un univers dans lequel c'est vraiment une culture du partage, en quoi ça serait différent du milieu dans lequel on est. On crée ce monde-là, on le teste, on le met en œuvre, on l'acte, et puis on peut évoluer à travers ça, se développer à travers ça, bourgeonner à travers ça, faire quelque chose qui était insoupçonnable avant. Puis, dans la façon dont vous avez formulé la question, c'est intéressant parce que c'est comme si vous dépossédiez de vos données. Mais c'est pas ça, vous n'êtes pas du tout dans la dépossession, vous êtes dans le partage. Vous restez, je dirais, souverain sur Par contre, vous acceptez que d'autres puissent en faire un usage que vous contrôlez à travers la licence que vous cédez. Tout à l'heure, Catherine pointait le fait que demain, vous allez avoir un tapis rouge où vous allez pouvoir faire une photo de vous qui sera libre de droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous acceptez que cette photo qui est à vous, vous acceptez que d'autres puissent en avoir un usage que vous reconnaissez et que vous assumez et que vous mettez en contribution à l'ensemble de la communauté. Vous vous êtes dépossédé de rien, on ne vous a rien volé et vous n'avez rien perdu. Vous avez juste accepté que cet élément-là, vous le partagez avec une communauté donnée. C'est ça la réflexion sur la donnée ouverte. C'est très intéressant ça, parce qu'il y a souvent un discours dans le monde de la culture beaucoup qui va avec le numérique comme une menace et une dépossession. Mais non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, parce que le partage, c'est la clé de la survie. On le sait, je veux dire, l'humanité ne survit que parce que le partage. Hein, puis après, il y a des règles, des gouvernances. Il y a de la gouvernance. Puis là, on ouvre une énorme porte. La gouvernance des données, on pourrait en parler. On travaille sur un projet de fiducie de données culturelles au Québec qui pourrait rassembler la grande majorité des gens qui produisent de la donnée ouverte, donc qui produisent de la donnée, qui acceptent que cette donnée-là soit interopérable, qu'elle puisse être réutilisée par d'autres et pour d'autres choses, en imaginant une gouvernance basée sur la fiducie. La fiducie, c'est quoi? C'est que tout d'un coup, ça devient un patrimoine commun. Donc, plus personne ne peut nous le voler parce que ça n'appartient à plus personne, parce que ça appartient à tout le monde. Donc, on est en train de travailler sur le principe du transfert de la fiducie qu'on voit d'ordinaire dans un immeuble sur la notion de données culturelles. Parce qu'il faut sortir de cette vision négative, parce qu'elle est fausse, en fait. Elle est biaisée. On parlait d'un biais tout à l'heure. Et c'est normal, on a le sentiment qu'on va se retrouver en danger, mais le danger, c'est de s'isoler, en fait. C'est de ne pas exister, c'est d'être Exactement. invisible. Fabien, tu voulais réagir? Oui, mais non, mais il y a aussi cette idée beaucoup dans les arts vivants qu'une œuvre d'art doit être vue de manière vivante, en salle et tout ça, puis je le comprends tout à fait. Mais pour plein de raisons, des fois, c'est difficile d'aller en salle. Et il y a une réticence à vouloir capter de manière vidéo, la diffuser sur des plateformes. Où je regardais des œuvres d'art, des pièces de théâtre sur YouTube. C'est comme deux mondes qui s'opposent, hein, d'une certaine manière. Et c'était quand même très, très, très agréable. J'ai 2 enfants. La sortie au théâtre, c'est toujours très hypothétique, quoi. Il faut trouver... Bon, bref, vous savez, pour tous ceux qui ont des enfants, même ceux qui n'en ont pas, vous vous imaginez, j'imagine. Donc, le fait de partager, de faire découvrir, d'être présent, c'était des choses qui étaient présentes dans la vidéo. Ça passe aussi par ça, donc d'imaginer des nouveaux formats pour ouvrir, pour que les personnes puissent découvrir ces œuvres d'art. Jamie Draw, j'aurais adoré le découvrir sur YouTube, par exemple. Exact. Bien, sur le vol potentiel, il existe quand même des situations dans lesquelles ce qui est partagé, c'est quand même un vol. Puis comme la réappropriation culturelle, ça en fait partie. Par exemple, sur des connaissances traditionnelles, il existe maintenant des étiquettes qu'on peut assigner. Et ça se discute beaucoup, si vous le savez peut-être, pour les licences, pour
le partage de la culture, c'est beaucoup des licences Creative Commons qui ont été inventées aux États-Unis où le droit moral ne fait pas partie du droit d'auteur comme tel, c'est pas vraiment considéré, mais ces temps-ci, Creative Commons pense beaucoup aux connaissances traditionnelles, par exemple. Si on repense à la réappropriation culturelle, et puis on est à Tiohtià:ke, territoire des Kanen'kehá:ka, ben, de penser à cette connaissance-là qu'on a en quelque part volée. Ben, ils ont encore la connaissance, c'est vrai, ils ont encore cette connaissance-là, mais on l'a tellement contrôlée, justement, en étant de l'extérieur. Puis je pense à un cas tout à fait bête, mais de Sound of Music, qui est basé sur la famille Trapp. La famille Trapp elle-même, sa vie a été contrôlée par Hollywood à un certain moment, parce que ça a été complètement détourné. Si les gens, je parlais au début de si vous ne le faites pas, les autres vont le faire, bien, c'est aussi sur notre propre identité. Alors, vous contrôlez les personnages. Ces personnages-là n'ont plus droit de citer. Alors, il y a quelque chose de ça qui est un peu un vol. C'est le partage est fait par d'autres personnes que vous. C'est un peu l'idée que si on fait un partage selon certaines conditions très précises, de dire tels aspects, je ne veux pas qu'ils soient modifiés, tels aspects, je veux conserver le fait que, puisque c'est une connaissance traditionnelle, ça ne devrait pas être révélé à certaines personnes, en fonction de l'âge, du sexe ou quoi que ce soit, savoir été initié ou non, pouvoir comprendre certaines choses. Mais d'avoir cette espèce de respect-là, le partage ouvert, oui, et libre de plusieurs façons, mais aussi avec une compréhension qu'ensemble, on construit quelque chose qui n'est justement pas un vol. On construit un patrimoine collectif. Ça m'amène à vous poser, pour clore la discussion, une question assez précise. Alors, on a parlé de ces fameux robots qui nous lisent, nous analysent l'utilisateur, donc la personne qui navigue, qui laisse des traces, qui se promène avec son téléphone, qui le géolocalise, etc. Et les robots captent ces données-là et viennent les croiser avec les données que nous, du milieu des arts, on publie. Comment on fait arriver cette rencontre-là? Quel type de données le milieu culturel aurait avantage à publier, à développer? Quel contenu? Je sais que c'est une question très large, mais quel serait peut-être inspiré de d'autres domaines, que ce soit la muséologie, la musique, la danse? Qu'est-ce que vous avez vu comme bonne pratique qui pourrait nous inspirer et qui pourrait nous donner un élan pour commencer collectivement à créer de la donnée qui va nous amener vers des non-publics? Un exemple que j'aime bien, qui vient du milieu du théâtre, la LNI a plein de données extrêmement intéressantes, puis, en quelque part, s'est inspiré du milieu des sports. Je me rappelle, quand je suis allé à LNI il y a quelques semaines, il y avait un quiz avec des données que c'est exactement comme des joueurs de hockey, parce que c'est comme des joueurs de hockey, de dire, toutes ces données-là, c'est extraordinairement inspirant de se dire, oui, on a vraiment une conception de ces personnes-là, mais aussi le nombre d'années et ainsi de suite, comment ça a été des équipes et tout ça. Il y a quelque chose de ça qui est extraordinairement efficace, d'y penser que c'est un réseau avec des contacts entre certaines personnes et on construit une perception de ce monde-là qui est très précise tout en étant très humaine. Moi, j'ai une approche marketing par rapport à ça, de par ma pratique. Je pense qu'il y a autant de tactiques qu'il y a peut-être de plateformes. Donc, si vous voulez être découvert sur les environnements de recherche, donc à 95%, ça va être Google, mais ça va être une pratique comme le SEO. Donc, on en parlait un petit peu au début, le Search Engine Optimization, le fait d'être présent sur certains mots-clés dans les moteurs de recherche. C'est une pratique qui est longue et qui consiste beaucoup à répondre aux questions que les usagers se posent. Donc, on retourne vraiment vers une optique orientée usager et quelles questions ils se posent. Donc, ça marche bien quand les gens se posent des questions pour trouver des pièces de théâtre ou qu'ils les connaissent déjà. Maintenant, pour leur faire aimer le théâtre, c'est un autre débat. YouTube, deuxième moteur de recherche, avec Amazon, qui est le troisième. Donc, ça vous donne une idée un petit peu du contrôle, un petit peu des GAFAM. YouTube va avoir aussi ses propres tactiques pour être découvert en premier. Aujourd'hui, il y a une petite révolution dans le search qu'on va appeler les données structurées. Ça va être un balisage particulier qui va donner du contexte un petit peu au niveau des termes. Beaucoup été pensé pour tout ce qui vont être les assistants à la maison, mais ça permet de donner du contexte à Google et notamment de sortir, vous savez, dans les résultats un petit peu de manière un peu plus enrichie. Donc, vous voyez les recettes. Avant, elles sortaient, il y avait juste une recette. Aujourd'hui, une recette, ben, vous voyez les étapes, vous voyez les ingrédients. Vous pouvez demander à Google, donne-moi la recette tel ou tel truc, et il va vous donner la recette avec les éléments en ligne. Tout ça, ça a été structuré grâce à un format global qu'on appelle Schema.
Exact, merci beaucoup. Et donc, ça, c'est très important parce que ça donne les heures des événements, ça donne le nom de peu près tout le monde. Donc, il y a une liste incroyable de comment on peut structurer les données. Ça peut être déjà un premier élément de... Puis c'est universel. Exact. Parce que les données schema.org, c'est le résultat de l'association de l'ensemble du milieu du W3C. Parce que, ça va trahir mon âge, mais à l'époque, quand on voulait être présent dans un moteur de recherche, il fallait s'y inscrire soi-même. Donc, on allait sur Yahoo, et à chaque fois, on disait, alors moi, c'est une page web, puis je parle de ça, je parle de ça. Puis très rapidement, ils se sont rendus compte qu'au bout du deuxième, les gens ne s'inscrivaient plus. Donc, quand tu étais troisième dans la liste, tu avais à peu près personne dans ton répertoire. Donc, ils se sont dit, bon, on va essayer de jouer égal. On va donner une chance à chacun pour identifier quel sera le meilleur moteur de recherche de l'histoire. Et donc, ils se sont entendus sur un langage commun. Et ce langage commun qui permettrait à chacun, en fait, d'être indexé de manière automatique par l'ensemble des robots. Et petit à petit, ce format-là est resté vivant. Et on s'est entendu sur le fait que pour être capable de pouvoir identifier des données structurées, il fallait continuer dans cette uniformisation. Et donc est né schema.org. Schema.org, c'est une liste sans fin, à peu près, il y a une fin, mais c'est des milliers de petites balises que vous mettez dans vos pages web, qui sont absolument pas visibles par l'humain, mais qui sont compréhensibles par les machines. Et c'est une alternative, on va dire, c'est une deuxième corde à l'arc de la métadonnée. Il y a les métadonnées pures, on va dire, qui sont produites par Wikidata, Wikimedia, etc., IMDb, et puis vous avez tout l'ensemble des données schema qui sont produites au kilomètre par YouTube, par Vimeo, par des grandes plateformes comme ça, parce qu'en plus, ils sont à côté sur des grands joueurs. Et vous avez, vous, le moyen de mettre dans vos sites web les bonnes petites balises pour permettre au moteur de comprendre. On en revient à ce qu'on disait au début. Pour être compris, pour être présent, il faut qu'il sache ce qu'il y a dedans. Eh bien, les balises indiquent ce qui est dedans. Et donc, c'est un script très facile à mettre en place. Aujourd'hui, les fournisseurs web le font de plus en plus. Vous avez plein de plugins gratuits pour faire les balises de base qui vous permettent de rentrer, d'être élu dans ce qu'on appelle les résultats enrichis sur Google. Et donc, c'est ce langage universel-là qui permet de produire plein de petites microdonnées qui vont faire que on contribue à être compris, en fait. C'est tout de même très technique et très loin de notre langage théâtral. C'est vrai, mais par contre, et c'est là aussi, ça, vous pointez quelque chose d'important, c'est que, quel que soit le milieu, je veux dire, quand on commence à rentrer dans l'univers du numérique, il faut le faire aussi avec des gens du numérique. Ouais. Donc, il faut accepter que, tout d'un coup, vous allez travailler avec des profils avec lesquels vous n'avez pas forcément l'habitude de travailler. Et tranquillement, pas vite, accepter que vous allez être capable de comprendre leur langage et qu'eux vont comprendre le vôtre. Donc, les deux lingots vont s'aligner. Puis, tout d'un coup, ça va être de plus en plus facile de travailler ensemble. Puis, vous n'allez pas avoir le sentiment que les gens du web vous font les poches parce que vous ne comprenez rien, que c'est toujours cher, que ça prend toujours 1000 ans à faire. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai forcément si, des fois, on peut réfléchir ensemble. Mais la clé, c'est de travailler avec des spécialistes. Un peu. Parce que votre métier à vous, c'est de faire du théâtre. Oui. C'est de pas faire du web. Par contre, votre métier à vous, c'est d'être présent et de continuer à faire du théâtre le plus longtemps possible. Oui, que ce patrimoine-là donc soit travailler visible. Avec des gens. Et c'est là où ça pointe aussi l'importance des associations professionnelles. Parce que tout à l'heure, vous parliez, mais qu'est-ce qu'il faut faire comme données ? Mais si déjà les producteurs, les créateurs, les techniciens sont capables, et les acteurs sont capables de dire, nous, on a une masse de données. Cette masse de données-là, on peut en partager de manière publique une certaine portion parce que c'est sécuritaire, qu'on peut s'assurer de les mettre en relation d'une manière naturelle, mais déjà là, on aura fait un gros pas. Fabien, tu voulais réagir? Non, je bois vos paroles. Puis en plus, ça va permettre de créer des applications numériques. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la donnée, mais pourquoi faire ? Ça va prendre des gens qui vont peut-être avoir le goût de faire des applications pour vous aider à trouver la bonne pièce de théâtre parce que vous êtes en fauteuil roulant, que vous avez besoin de vous y rendre et que tu ne veux pas te retrouver devant une porte où tu ne peux pas rentrer. Donc, après, c'est comme Transit. Je ne sais pas si vous connaissez l'application qui permet de savoir à quelle heure passe le bus. Bien sûr. Ça, c'est une application qui est née grâce aux données ouvertes. Oui. Parce que les données ouvertes étaient posées là, c'était les horaires de bus. Et il y a un petit génie qui s'est dit « Ah, mais moi, je vais faire un truc pour aider les gens à trouver leur bus. » Et c'est basé à Montréal, oui. Puis il transforme des systèmes de transport en commun aux États-Unis et ailleurs dans le monde pour qu'il y ait plus de données ouvertes. C'est ça. Et donc, imaginons, si vous voulez favoriser l'accès au public et que le public ait accès au théâtre, il
faut vous mettre à la disposition du public. Et donc, le public, lui, a besoin d'avoir accès au contenu à travers son téléphone, à travers son assistant vocal. Rendez-vous disponible. Puis, laisser aussi les créatifs arriver avec des solutions intermédiaires qui fait que des gens auront peut-être une petite application dans leur poche et qui vont commencer à aller au théâtre alors qu'avant, ils n'y allaient pas. C'est ça, en fait. Merci. Je vais en profiter. Je vais ouvrir la période des questions parce que j'ai l'impression qu'il y a sûrement des gens ici qui ont des questions pour vous. Je vais vous dire, pour les gens dans la salle, vous devez vous lever au micro. Où est le micro? Voilà, le micro est là. Vous levez au micro pour que les gens à distance puissent vous entendre. Et Thomas va poser les questions qui seront reçues dans le chat sur Zoom. Alors, n'hésitez pas, les personnes en ligne, à nous poser des questions. Donc, qui va se risquer au micro en premier? Allez, allez. Oui. Ah, mais non. Non. On est en famille. Bonjour. Pardon. Déjà, merci pour la qualité de l'échange. Vous mettez la barre très très haute dès le matin. En fait, je voulais revenir, c'est pas tant une question que commentaire, revenir sur un peu quand on parle de l'artiste entrepreneur. J'ai l'impression qu'on met beaucoup de poids sur les épaules de l'artiste. Puis quand je dis artiste, je parle artiste individu, artiste collectif, artiste compagnie. Bon. Puis bon, là, c'est pas seulement le théâtre, on peut penser à un centre de création numérique en art médiatique, art visuel, etc. Les artistes, on a beaucoup le poids grandissant, justement croissant, d'être en plus des machines à data ou de comprendre l'environnement numérique, en plus d'être dans la création de son œuvre. Puis vous vous souvenez de la série The Prisoner, le prisonnier? Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Et je trouve intéressant le paradoxe aujourd'hui de se dire, mais en fait, pour être libre de son identité dans l'univers numérique, il faut se doter d'un numéro unique, ou en tout cas de ces outils-là. Donc, juste petite parenthèse, je trouve ça intéressant. On se souviendra qu'il a fini numéro 1 quand même. C'est ça. En étant le double de lui-même, enfin, c'était assez flyé. Donc, en fait, c'est ça. Je veux juste essayer qu'on continue d'élaborer sur ce poids qu'on donne à l'artiste entrepreneur et versus de faire attention au fait qu'il y a tous les corps intermédiaires. Puis là, c'est donc les bailleurs de fonds, les politiques, les diffuseurs, les producteurs. En fait, tout le monde, à tous les niveaux, doit faire ce travail de connaissance et d'enrichissement par rapport à l'approche numérique. Parce que si c'est seulement l'artiste, ou la compagnie, qui doit être un spécialiste et porter et lancer cet élan-là, j'ai peur qu'il s'écroule devant le poids de cette machine-là. Donc, puis se dire, puis là je prêche pour ma paroisse peut-être, je travaille à la Fédération culturelle canadienne-française. C'est aussi en fait de doter, puis ce que tu disais Véronique, sur les organismes nationaux, provinciaux, c'est que aussi il faut justement que les politiques comprennent qu'il faut débloquer de l'argent, des moyens, du temps, pour aider des organismes en fait à s'accompagner de spécialistes du numérique pour aller voir les artistes et les producteurs et les diffuseurs à travailler ensemble sur ces questions-là. Parce que sinon, si on est tout seul, on va devenir dingue. Voilà. Merci. Voulez-vous réagir, Véronique? Oui. Il y a deux choses. C'est que d'abord, non, vous ne devez pas devenir des spécialistes. Vous devez devenir des généralistes éclairés. C'est très différent. Hein. C'est très différent parce que l'objectif n'est pas que vous fassiez le métier de tout le monde. Continuez à faire le vôtre, mais que vous ayez un niveau de compréhension, de confort suffisant pour que vous soyez capable de répondre, d'être dans une conversation créative, on va dire ça. Ensuite, il y a une tendance aussi, c'est que c'est sûr que le financement est compliqué. Je dirais, pour un artiste, c'est difficile de vivre de son art aujourd'hui. Il y a un métier qui disparaît, c'est le métier d'agent, par exemple. Et ça, c'est un métier qui pourrait être intéressant. Il y aura peut-être une réflexion à faire sur cette absence-là. Il y a des manières de redéfinir peut-être la chaîne de responsabilisation par rapport à qu'est-ce qu'on doit produire, quand, etc., jusqu'à l'artiste. Et l'artiste entrepreneur n'est pas forcément celui qui va devoir tout porter, je dirais. Il ne doit pas devenir un spécialiste. Il doit avoir le réflexe de s'entourer, ce qui n'est pas la même chose. Alexandre? Juste pour rebondir sur l'idée de poids, à un moment donné, vous avez besoin de levier. Vous n'avez pas besoin de prendre le poids tout seul. Il y a quand même des leviers à avoir. Un des leviers, peut-être le milieu universitaire, entre autres. Mais tout ensemble, en fait. La collaboration, c'est pas juste de demander à l'autre de faire quelque chose pour nous, c'est pas de déléguer, c'est vraiment de comprendre l'autre. C'est quoi leur
besoin, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. C'est pas un poids, ça, c'est vraiment une compréhension commune, puis après, on peut soulever le même poids ensemble. C'est très intéressant parce que c'est un virage pour nous. Je me rappelle de la création du dictionnaire du théâtre québécois qu'on a fait collectivement. Et c'était toute une entreprise. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de gens, etc. Mais c'était un truc statique et fini. Et là, on est dans une dynamique complètement différente parce que, justement, tout est à refaire tout le temps. Je vous rassure, c'est pas que le monde du théâtre. Hein. Je travaille en agence de communication marketing et il y a beaucoup de gens, et même une grande partie des travailleurs qui ont des problèmes de connaissance avec les outils numériques aussi. Donc la formation, elle est aussi dans ces grandes entreprises qui se targuent de communiquer, de connaître tous les ressorts du monde numérique. Donc je pense que c'est quelque chose qui est impressionnant pour tout le monde. Et on parle de l'artiste qui doit se faire connaître. Et c'est aussi vrai pour un travailleur ou une travailleuse dans le monde des communications. C'est-à-dire qu'il fait son travail ou elle fait son travail la journée et le soir, elle rentre pour regarder des vidéos YouTube ou aller sur des plateformes pour apprendre à se servir de l'achat publicitaire ou le SEO ou sur Facebook, etc. Donc c'est quelque chose qui est partagé. Puis ça vient aussi avec un discours, encore une fois peut-être managérial, où on est tous les entrepreneurs de notre propre vie, en même temps qu'on est les artistes de notre propre vie, et en même temps qu'on doit apprendre tout le temps et en permanence. Donc il y a quand même une espèce d'injonction, je dirais, à être meilleur de jour en jour, qui est aussi pesante, et qui va avec une responsabilisation individuelle qui est liée, bien évidemment, à la société managériale. Ouais. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, Rosalie. Oui, tout d'abord, merci. Ça fait plusieurs années que j'entends parler de tout ça. Puis à toutes les fois que j'en entends parler, ça m'aide à faire des liens entre les différents concepts. Alors, merci. Là, je vous amène un peu ailleurs parce qu'on est vraiment en réaction par rapport à les GAFAM ou les Hammam décident de changer les règles du jeu et nous, on est toujours en train de s'adapter. Est-ce que ça serait une utopie de penser que le gouvernement ou je ne sais pas qui pourrait exiger qu'on ait la transparence de ces algorithmes-là et la prévisibilité? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Le gouvernement, c'est nous. Puis une des réponses que j'avais préparées à l'avance, c'est des solutions à tout, participation du public. Vous connaissez une version du public, mais la participation du public, c'est quelque chose qu'on fait au gouvernement du Canada. J'étais au bureau du conseil privé. On a fait le premier CLUM, cours en ligne ouvert à tout le monde. C'était sur la participation du public. Et c'est ça, finalement. On pense, ah oui, bien, le gouvernement est en place, ils prennent des décisions. Non, non. On prend des décisions ensemble, on crée des lois ensemble. Et c'est justement cette utopie-là, il faut au moins l'avoir en tête. C'est le rêve de qui qu'on est en train de rêver ensemble? De choisir, est-ce que c'est le même rêve? Est-ce que c'est une dystopie ou une utopie pour qui? À quel moment? Ben, ensemble, on va pouvoir créer ça. Oui, mais il y a aussi un décalage complet entre les moyens de l'État et les moyens de ces entreprises-là. C'est-à-dire que quand l'Union européenne fait un procès à Apple pour des redevances, pour de l'impôt, vous avez d'un côté une compagnie qui peut se payer 300, 400, 500 avocats, qui va noyer complètement les services de l'Union européenne, et de l'autre côté, vous avez 3-4 fonctionnaires qui, malgré leur... et sans aucun manque de respect ici pour les fonctionnaires, qui se battent face à cette somme de paperasse qui leur tombe dessus. Donc, il y a aussi oui, il y a du politique, mais on voit aussi qu'il y a quand même un problème. Ça devient, même dans le cas des États, David contre Goliath parfois. Alors, oui, Véronique. je suis d'accord avec tout, mais je reste persuadée que des fois, il faut peut-être se retourner vers l'histoire. Puis, on sous-estime le poids du public. Parce que là, on parle du public en sens politique. Mais vous savez que, par exemple, Spotify ou Apple Music, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait peu de Québécois qui embarquaient sur la plateforme parce qu'il n'y avait pas de contenu qui les intéressait. Donc, ils se sont dit, à un moment, est-ce qu'on est définitivement absent du Québec ou est-ce qu'on fait un effort et puis on leur donne ce qu'ils veulent écouter pour finalement les faire venir sur la plateforme? C'est la deuxième solution qu'ils ont choisie. Donc, peut-être qu'on peut imaginer des actions publiques, je ne sais pas, des actions publiques pour pouvoir faire pression. Tu sais, c'est suivez l'argent. À un moment, il faut essayer de voir si on ne peut pas poser des actions qui ont un impact sur ceux à qui ça rapporte. Et du coup, essayer de, tranquillement, pas vite, essayer de faire du lobbying et d'arriver à transformer. Mais la question que vous posiez par rapport justement à légiférer sur les algorithmes,
Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu exactement ça en me disant, mais nous, on veut travailler sur la représentation parce que c'est de l'ordre du gouvernement provincial, on devrait être capable de le faire. Ce qui est intéressant, c'est que on parlait tout à l'heure d'intelligence collective. On est en ce moment au niveau de l'intelligence collective à ce niveau-là de maturité. Donc il y a plein de gens qui pensent la même chose que vous. Il y a de fortes chances qu'il y ait des choses qui changent. Donc il faut continuer à le penser fort en fait. Il faut continuer à le dire fort et tranquillement, pas vite, il y a un mouvement qui va se faire. Mais le changement ne s'opère que si on provoque le changement. Rosalie, tu veux rebondir? C'est juste, des fois, moi, j'ai la crainte que, globalement, on soit aliéné quand je regarde l'utilisation que font la majorité des gens, des réseaux sociaux, des technologies et tout ça. Je me demande si, à un moment donné, on ne devient pas notre propre ennemi nous-mêmes en tant que citoyens par rapport à la dépendance qu'on en crée. Mais bon, on n'a pas fini. Large question. On est enfermés dans nos chambres d'écho que nous sommes. Il y a des sociologues qui disent qu'on est rentré dans l'ère de la post-vérité. Okay? Donc, ça veut dire des choses aussi par rapport à la société dans laquelle on vit. Mais on vit quand même dedans. Donc, peut-être que notre avenir est à l'extérieur du web, finalement. Est-ce qu'on a une question en ligne, Thomas? Oui? Viens au micro, nous lire ça. Oui, ça, ce sera notre dernière question. Je sais qu'il y a des gens dans la salle qui voulaient venir poser d'autres questions, donc vous pourrez les poser par écrit et on va s'assurer après l'événement de créer un document qui va faire rapport sur l'événement, mais qui va aussi répondre à ces questions-là. Donc, vous ne serez pas en reste. Thomas. Bonjour, donc il y a Chloé qui demande dans le chat si l'ISBN, si c'est seulement pour les livres ou non. Ah, oui, alors Véronique, parle-nous des identifiants uniques rapidement. L'ISNI peut-être plus que l'ISBN, parce que l'ISBN est effectivement lié. C'est ça, alors que l'ISNI est rattaché au créateur. Oui. En fait, c'est des numéros uniques, universels, que vous pouvez obtenir par la BNQ, par exemple. Gratuitement. Et qui vous inscrivent dans cette grande base de données qui est celle de l'ISNI. Et donc, à partir du moment où vous avez ce numéro-là, tout ce que vous allez produire va pouvoir être rattaché à votre numéro. Donc, et là, c'est un fil, en fait. C'est juste une pelote. Oui. C'est le premier morceau de la pelote. Puis, tout ce qui va être rattaché à ce numéro va être capable d'être traçable. C'est extrêmement important parce que je vais donner un exemple concret. On a l'espace libre à Montréal et il y a un espace libre à Barcelone. Sans un identifiant unique, les données relatives à l'espace libre de Montréal et l'espace libre de Barcelone peuvent être entremêlées. Exactement. Et cette pelote-là devient une grosse boule avec des nœuds. Et ça. Donc, l'objectif, c'est d'être identifié. Unique. Unique, et c'est unique, donc il n'y a pas de risque que vous soyez confondu par quelqu'un, avec quelqu'un d'autre. Donc, rien que ça, c'est important. Merci beaucoup à vous trois. Merci. On aurait pu continuer encore longtemps. Merci à ceux qui ont posé des questions.